Bonsoir à toutes et à tous pour ce webinaire sur la trame verte et bleue. Alors nous avons le plaisir d'accueillir Fabien Paquier de l'Office français de la biodiversité qui va justement passer 1 heure avec nous pour à la fois nous présenter ce concept et répondre à vos questions. Donc pour ce faire, je vous invite à poser vos questions justement dans le chat pendant la présentation et Florence, qui est avec nous et qui fait partie de l'association, les reprendra à l'issue du webinaire et pourra ensuite du coup les repartager à l'intervenant. Donc n'hésitez pas à intervenir pendant toute la présentation. Et les micros sont coupés, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. On vous invite plutôt à partager les questions dans le chat et à ensuite voilà, intervenir à l'issue de la présentation par le chat. Bonsoir encore aux retardataires. Je vous propose du coup de démarrer par une petite présentation de l'association État Sauvage qui donc organise ce webinaire. Et peut-être que tout le monde ne connaît pas État Sauvage. Donc c'est une association qui est encore très jeune puisqu'on a 5 ans d'ancienneté. On est principalement acteur sur la France métropolitaine avec une mission qui est celle de la préservation de la biodiversité. Donc, pour ce faire, nous, on a 2 piliers sur lesquels on agit. Alors, pas bien si vous voulez passer la Mhm. présentation, la slide suivante. On est donc centré sur 2 actions principales, celle de la sensibilisation du public, avec des actions justement comme ce webinaire où on vulgarise les connaissances scientifiques, où on permet aussi à chacun de pouvoir de passer des messages, entre guillemets, de poser des questions sur ces travaux scientifiques et sur les études qui sont présentées. On a également un blog où on a des articles qui permettent d'approfondir certaines questions, certains enjeux, et puis on organise évidemment aussi des ateliers, des sorties sur le terrain. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer à cette occasion. Le deuxième volet sur lequel l'association État Sauvage agit, c'est celui de la préservation. Et pour ce faire, nous, on acquiert en fait des forêts en France métropolitaine que nous faisons le choix de mettre en libre évolution, du coup, pour permettre au milieu forestier d'accomplir son cycle intégral. Donc, c'est une préservation principalement de la biodiversité forestière, mais qui va, et on va le voir d'ailleurs avec la trame verte et bleue, bénéficier finalement à tout le vivant bien au-delà de l'écosystème. Donc, voilà pour la présentation d'État sauvage. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à regarder notre site internet. Et avant de passer la parole du coup à Fabien, je vais justement présenter notre intervenant. Donc Fabien Paquier est chargé de mission trame verte et bleue à l'Office français de la biodiversité. Alors à ce titre, il pilote en fait l'animation du centre de ressources qui est dédié à ces questions-là, en appui au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, ancien nom, mais c'est toujours le même ministère. Et l'objectif justement de sa mission, c'est d'accompagner les acteurs dans la mise en œuvre de cette politique en faveur de la préservation et de la restauration des continuités écologiques dans les territoires. Alors, c'est peut-être un concept qui vous est familier, mais peut-être pas. Et justement, Fabien Paquier va pouvoir répondre, je pense, à toutes vos questions et vous montrer la puissance de ce concept-là et de cette politique. Et je lui laisse la parole, du coup, pour la présentation. Merci beaucoup, Julie. Donc, effectivement, on va passer une petite heure ensemble autour et dans la trame verte et bleue. Alors, quel est le point de départ finalement de cette trame verte et bleue? Donc, le point de départ, il vient de la connaissance scientifique euh, que l'on a de la nécessité qu'ont les espèces de se déplacer pour réaliser leur cycle de vie. Donc, ça concerne à peu près toutes ces espèces animales à des degrés plus ou moins importants selon les nécessités de déplacement. Mais on verra aussi que ça peut concerner les plantes finalement. Donc je vais commencer en vous donnant quelques exemples très concrets d'espèces pour lesquelles les déplacements sont particulièrement importants au cours de leur cycle de vie. Le premier dont on a envie de parler, c'est le super-héros des espèces migratrices, qui est l'anguille d'Europe. On sait tous, mais on l'a peut-être oublié, que les anguilles se reproduisent en mer des Sargasses et donc naissent. Les petits naissent en mer des Sargasses, donc c'est à plusieurs milliers de kilomètres de l'Europe, c'est vers les Antilles. Et de là, les petits qui sont donc vraiment des larves minuscules migrent
mettre plusieurs mois, voire plusieurs années pour migrer vers l'Europe et remonter les cours d'eau. Et ensuite, c'est en amont des cours d'eau européens que les adultes, enfin que les individus se développent et deviennent adultes. Et une fois adultes, ils retournent en mer des Sargasses pour se reproduire à nouveau. Donc voilà, on voit que c'est un super migrateur cette espèce déjà bébé, déjà sous la forme larvaire, donc parcourt des centaines, des milliers de kilomètres en mer et ensuite dans nos cours d'eau continentaux européens. Une autre espèce qu'on connaît tous, c'est le hérisson commun, qui est vraiment notre voisin dans les villes, dans les campagnes, qui lui se déplace en zone forestière, en zone agricole, le long des haies, dans nos jardins, même parfois en milieu urbain, à la recherche d'insectes, enfin de nourriture, donc et puis à la recherche aussi du partenaire sexuel. Donc voilà, il y a la nécessité pour cette espèce de se déplacer pour se nourrir et pour les interactions avec les autres individus, notamment les partenaires sexuels pour la reproduction. Le cerf également, donc qui est une espèce très connue. Alors là, on est sur une autre échelle. C'est vraiment une espèce forestière dont les mâles. Alors il y a vraiment une différence de taille de domaine vital entre les femelles et les mâles. Et les mâles ont un domaine vital de plusieurs milliers d'hectares, puisque ces animaux ont besoin de se déplacer. Là encore, selon les périodes de l'année, il y a des zones plutôt d'hivernage, des zones plutôt de nourrissage selon la saison, et puis il y a la nécessité, en plus on est en plein dans la saison là du brame du cerf, de la reproduction des animaux, de ces animaux, donc il y a la nécessité pour les mâles et les femelles de se rencontrer, et donc avec la nécessité de parcourir donc plusieurs kilomètres ou dizaines de kilomètres pour cela. Donc là encore, on voit l'importance pour cette espèce de se déplacer. Et puis, je terminerai avec un autre mammifère, mais volant celui-ci, le grand rhinolophe, qui est une chauve-souris vraiment des mosaïques agricoles. Donc, c'est une espèce de chauve-souris qui aime disposer de milieux agricoles variés et notamment qui aime beaucoup les haies pour se déplacer, donc le long des corridors générés par les haies, et qui a besoin également de zones assez sombres, parce que c'est une espèce qui n'aime pas la lumière artificielle, tout particulièrement. Et donc c'est une espèce qui se déplace pour chasser les insectes dont elle se nourrit, et également pour la reproduction. Donc elle peut aussi parcourir de grandes distances. Donc voilà, moi j'ai balayé un certain nombre d'espèces animales et pour illustrer les exemples en termes de besoins de déplacement, mais on a aussi les plantes qui se déplacent. Alors évidemment, elles se sortent pas leurs racines du sol pour se déplacer, pour que les individus se déplacent, mais généralement les déplacements se font entre les générations via la pollinisation, où du coup c'est les pollinisateurs qui doivent se déplacer pour polliniser les différents individus et les différentes fleurs de la même espèce. Mais il y a aussi la dissémination des graines par les animaux. Donc on voit la bardane à gauche, donc qui s'accroche à la fourrure des animaux. On voit l'acanthe au milieu donc dont les fruits explosent pour la dissémination des graines, ou le pissenlit qui se déplace finalement de génération en génération par le vent, par d'anémochorie des graines qui se déplacent. Et donc voilà, là également, il y a un besoin de déplacement qui permet aux espèces, enfin, aux espèces notamment le croisement pardon, génétique, etc. Et donc un des points importants également qui nécessite pour les espèces de se déplacer, c'est l'adaptation au changement climatique, puisqu'on sait bien que le climat évolue rapidement, très rapidement, avec localement des augmentations de température assez fortes ou parfois des modifications des conditions hydriques, plus de pluviométrie. Et donc, on a observé, notamment, enfin, y compris chez les plantes, donc une évolution des aires de répartition. Il y a des études qui montrent que par décennie, on a une évolution vers le nord de presque 18 km
donc par décennie, et puis en altitude d'une douzaine de mètres. Voilà, donc il est nécessaire, y compris pour les plantes, de se déplacer pour permettre de rester des milieux où les préférences thermiques, mais aussi pluviométriques sont optimales. Voilà, donc il y a cet ensemble, pour récapituler, donc généralement pour les animaux, les déplacements sont nécessaires pour la reproduction, pour se nourrir, pour trouver les lieux plus ou moins adaptés en fonction de la saison, les lieux d'hivernage, voire d'hibernation sur les espèces, euh, pour également donc s'adapter au changement climatique, pour que les jeunes aussi, je ne l'ai pas précisé, mais pour que les jeunes se dispersent également, pour éviter donc de grandir à proximité des parents plus ou moins proches ou plus ou moins lointains, et donc ça permet le brassage génétique, et donc ça permet la richesse génétique des populations. Voilà, c'est tout cet ensemble de paramètres, enfin de raisons pour lesquelles les espèces ont besoin de se déplacer. Et dans tout ça, ben, l'humain aussi, hein, nous on a besoin de se déplacer pour exactement les mêmes raisons. Eh ben, pour aller donc de chez soi jusqu'à son lieu de travail, pour aller faire ses courses et se nourrir, pour aller peut-être en week-end amoureux et profiter un petit peu de la vie, ou alors pour aller faire de la randonnée, etc. Voilà, donc on est, comme toutes les espèces animales, on a besoin de se déplacer. Mais comme on est une espèce un petit peu étrange, il s'avère que ben, nos activités finalement impactent les autres espèces. Et c'est là que on touche du doigt le problème, puisque les déplacements des espèces sont globalement mis à mal par les activités humaines, comme on peut malheureusement l'entrevoir sur cette photo, avec un hérisson qui a été percuté par une voiture. Donc voilà, si je reprends le schéma précédent, on voit que bah, avec nos nécessités de vie et de déplacement, petit à petit, on grignote le territoire. Et finalement, on fragmente les espaces naturels dans lesquels se déplacent ou se déplaçaient les espèces animales et végétales. Donc voilà, bah, il y a évidemment l'urbanisation, avec notamment l'étalement urbain qui a tendance à détruire et à fragmenter les espaces naturels, mais aussi toutes les infrastructures de transport qui nous permettent justement à nous de nous déplacer, que ce soit les routes, les autoroutes, les voies ferrées, mais aussi le transport d'énergie, donc les lignes électriques, etc., ou d'autres infrastructures comme les éoliennes. Tout cela, ça contribue à la destruction et la fragmentation des milieux naturels. Il y a également ce que l'on fait pour se nourrir, donc l'exploitation de zones agricoles, et notamment les grandes cultures qui bon, ont quand même une tendance particulièrement forte à fragmenter, à détruire, à fragmenter les territoires, hein. Donc notamment bah, avec la disparition des haies. Alors, je dis pas que toutes ces pratiques agricoles sont néfastes, on en reparlera après, mais en tout cas, l'agriculture intensive a globalement des effets négatifs sur l'environnement et sur donc la destruction et la fragmentation des milieux naturels. Et donc, on observe notamment une forte réduction des linéaires de haies de manière annuelle, de 10 à 15 km par an, de 15 000 pardon, kilomètres par an de haies qui sont détruits. Donc d'autres types d'obstacles qui sont générés par les activités humaines, ce sont les barrages sur les cours d'eau, quelle que soit la nature et l'objectif du barrage, hein. Bon, souvent pour des activités hydroélectriques, mais il peut y avoir d'autres types d'usages, et puis il y avoir aussi des barrages plus d'origine plus historique, ou d'autres types de seuils, c'est le terme qu'on emploie en général, et donc ils font obstacle au déplacement des espèces. Donc on parlait tout à l'heure des anguilles, donc on peut tout à fait imaginer que là, une anguille qui essaie de remonter ce cours d'eau, une jeune anguille, eh ben, elle sait pas trop par où passer, et finalement elle se retrouve bloquée, et puis est-ce que finalement elle va arriver à continuer sa croissance si elle peut pas remonter plus haut dans le cours d'eau? Rien n'est moins sûr. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et donc, ouais, un autre type d'obstacle auquel on s'intéresse, c'est la lumière. Donc, c'est un obstacle immatériel,
mais qui est bien réelle, malheureusement. Donc la lumière peut être également un obstacle au déplacement des espèces. Le hérisson n'aime pas du tout les zones éclairées. Le grand rhinolophe non plus, dont on parlait tout à l'heure. Ça impacte également de nombreuses espèces de poissons qui utilisent parfois donc la lune ou même la lueur des étoiles pour se déplacer et donc qui peuvent se retrouver totalement, dans les déplacements, peuvent se retrouver totalement perturbés par la lumière artificielle, comme là on voit qui éclaire fortement un cours d'eau. Voilà, donc cette destruction des espaces naturels et cette fragmentation des espaces naturels est une des principales causes de l'érosion de la biodiversité. Alors pour deux principales raisons. D'une part, elle engendre des mortalités directes par collision. On a vu le hérisson tout à l'heure sur la photo. Donc il y a de nombreuses espèces qui sont tuées, de nombreux animaux qui sont tués sur les routes, notamment par collision, mais ça peut aussi arriver en lien avec d'autres types d'infrastructures, des éoliennes, qui peuvent tuer aussi directement des oiseaux ou même des chauves-souris. Et puis donc toutes ces infrastructures également donc fragmentent les espaces vitaux des individus, ce qui réduit leur surface de déplacement et ce qui peut isoler des petites populations. Et donc de là, on a observé en écologie du paysage que plus un espace naturel est grand et relié à d'autres espaces naturels, et plus il est riche en biodiversité. Et donc inversement, plus cet espace est réduit par la destruction des milieux, ou plus il est isolé d'autres espaces par la destruction de, donc on va en parler, mais des corridors qui permettent de les relier à d'autres espaces, et plus la biodiversité que cet espace abrite est réduite. On a moins d'espèces et les populations globalement moins d'individus. Et donc c'est de là qu'on en est venu à parler de trame verte et bleue. Mais avant, je voulais vous faire un petit peu participer en vous faisant un petit peu une petite étape de révision. Donc là, j'ai parlé du principal, de la principale cause de l'érosion de la biodiversité, mais il y en a quatre autres. Est-ce que vous connaissez les autres principales causes d'érosion de la biodiversité qui sont reconnues au niveau international, en plus de la fragmentation et destruction des milieux naturels? Si vous avez des propositions, je vous propose de le mettre dans le chat et puis on va voir. Voilà. Donc la pollution, effectivement, il y a les pollutions, je dirais. Il y a plusieurs sources de pollution, notamment les pollutions chimiques, mais il y a aussi les pollutions donc lumineuses. Hein, c'est une source de pollution un peu particulière, mais ça l'est aussi, ou la pollution sonore. Les espèces envahissantes, les espèces exotiques envahissantes, effectivement, qui apportent une forte pression de compétition pour les autres espèces autochtones. Donc ça, c'est effectivement, ça fait partie des principales pressions reconnues internationalement. La surexploitation des milieux et des espèces, en effet. Et donc, si je reviens à l'anguille, c'est une espèce qui est très fortement impactée par la surexploitation et notamment on mange les anguilles et notamment les civelles, donc les jeunes anguilles, et il existe encore aujourd'hui, y compris en France, du braconnage et un trafic de civelles. Donc c'est la surexploitation des espèces. Et puis effectivement, donc chasse ou pêche intensive, donc ça revient également à ça, merci. Et effectivement, le changement climatique en lui-même, qui du coup qui est très rapide et qui ne laisse pas le temps aux autres, enfin aux espèces de s'adapter en évoluant, en faisant évoluer leur aire de répartition. Et donc, ça peut conduire localement à la disparition de populations et potentiellement à la disparition d'espèces. Donc voilà, je pense qu'on a tout vu. Donc je poursuis. Et donc pour revenir à notre trame verte et bleue, donc à travers cette troisième partie qui est intitulée Restaurer et préserver les continuités écologiques. Cette politique publique, hein, puisqu'il s'agit du nom d'une politique publique, la trame verte et bleue, c'est la traduction, donc en termes de politique nationale, de tout ce que je viens de dire, de ce constat qu'il y a une nécessité pour les espèces de se déplacer, et du constat aussi qu'il y a malheureusement, à travers les activités humaines, la création de nombreux obstacles à ces déplacements. Et donc, pour préserver et remettre en bon état les continuités écologiques, on a créé en 2010 la politique trame verte et bleue. Donc, alors voilà, pour fixer un peu des termes qui sont importants dans le cadre de cette politique, on définit par réservoir de biodiversité
En gros, les espaces qui sont les plus riches en biodiversité où les espèces peuvent réaliser tout ou partie de leur cycle de vie. Donc, ben, ça peut être un milieu forestier, ça peut être une mare, ça peut être des haies, des cours d'eau, des zones humides. Et puis ensuite, il y a les corridors écologiques qui permettent de relier ces réservoirs de biodiversité. Et donc les haies, qui sont en fait, selon les espèces, on peut considérer par exemple que ce sont des réservoirs ou des corridors écologiques. Il peut y avoir donc des petites mares, des petites zones humides, hein, il peut y avoir également voilà toute forme de corridors écologiques. On peut aussi, là, j'ai parlé de haies, donc on pense à des milieux forestiers, mais il y a aussi des milieux ouverts, hein, des pelouses sèches par exemple, qui constituent des éléments de biodiversité importants, des lieux de biodiversité importants. Et donc il peut y avoir des pelouses sèches qui sont donc considérées comme des réservoirs de biodiversité. Et puis on peut imaginer des petits patchs de milieux comme ça ouverts qui peuvent constituer finalement de loin en loin des corridors écologiques. Les corridors sont pas forcément des zones linéaires qui relient, comme on l'imagine pour des haies, mais ça peut aussi être l'expression qu'on emploie souvent, c'est en pas japonais. Il peut y avoir de loin en loin des zones qui sont quand même favorables aux espèces considérées et qui peuvent permettre de reconnecter, de maintenir la connexion entre des espaces plus importants. Voilà, donc ce qu'on appelle les continuités écologiques, c'est l'ensemble des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques au sens de la trame verte et bleue de cette politique publique. Et donc cette politique, elle a de nombreux avantages. Ah oui, je voulais, pardon, avant de partir à ces nombreux avantages, donc on parle de trame verte et bleue. C'est une politique qui concerne toutes les trames écologiques. Donc, je voulais voir si vous connaissiez, donc toujours dans le chat, d'autres types de trames que trame verte et trame bleue. Donc, n'hésitez pas à faire à commenter dans le chat. Donc effectivement, la trame noire, donc on parle énormément de trame noire depuis quelques années, c'est un concept que l'on porte activement et de manière aussi dynamique que possible à l'OFB. La trame noire, donc ça concerne un type de pression particulier qui est la pollution lumineuse. Et donc l'idée, c'est d'imaginer des réseaux écologiques qui seraient préservés de cette pollution lumineuse. Je développe pas parce que peut-être qu'on aura l'occasion plus tard dans un futur webinaire d'en reparler. Alors, la trame brune également, effectivement, là, on s'intéresse à un compartiment particulier qui sont les sols, les sous-sols. Donc là, à travers la notion de trame brune, on s'intéresse aux espèces qui sont dans les sols. La trame aérienne, bon, je vois qu'on a des gens qui connaissent très bien le sujet dans le public. Donc la trame aérienne, là, on s'intéresse à un compartiment d'espèces plutôt volantes. Peut-être je vais mettre en même temps la réponse pendant que je lis les réponses dans le chat. La trame olfactive, en effet, alors je ne l'ai pas mis dans ma liste là, mais on pourrait tout à fait imaginer une trame qui concerne toute forme de pollution qui peut venir interférer avec le sens de l'odorat des animaux et qui pourrait créer des barrières aussi immatérielles comme la lumière, mais plutôt via l'odeur, les odeurs. Donc on peut aussi parler de trame blanche en lien avec la pollution sonore. Il y a en effet la notion de trame turquoise qui a été soulevée dans le chat, où là, il y a certaines agences de l'eau qui parlent de trame turquoise quand on est à l'interface entre le vert et le bleu. Et puis, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais trame verte, dans la trame verte, on considère plutôt les milieux terrestres et donc la faune terrestre. Et dans la trame bleue, on considère plutôt les milieux aquatiques, notamment continentaux, et donc plutôt cette faune aquatique. Voilà, donc le terme officiel, c'est trame verte et bleue. Ensuite, il y a de nombreux territoires qui ont testé d'autres choses et qui ont essayé de nommer ces concepts à travers ces différentes couleurs de trame. On utilise, nous, beaucoup le terme de trame noire parce qu'il y a beaucoup de territoires qui se sont appropriés et qui ont même créé ce concept. Et donc, voilà, comme ça avait été dit en introduction, donc moi, mon rôle, c'est d'accompagner les acteurs dans les territoires pour mettre en œuvre cette politique publique. Et donc, on produit des documents de synthèse, des documents de méthodologie, etc., ou des documents de retour d'expérience qui montrent ce que font d'autres territoires sur ces différents sujets.
Donc je reviens à pourquoi cette trame verte et bleue me semble être quand même un outil particulièrement intéressant. Ce qu'il faut d'abord noter, c'est que la trame verte et bleue, c'est un outil de planification et d'aménagement des territoires. Et à ce titre, c'est une politique publique qui est inscrite à la fois dans le Code de l'environnement et à la fois dans le Code de l'urbanisme. Et c'est ça qui lui donne une force particulière, puisque les documents d'urbanisme, donc ces documents qui sont élaborés par les collectivités et qui régentent en fait l'aménagement du territoire, ces documents d'urbanisme, le Code de l'urbanisme dit qu'ils doivent répondre à des objectifs de préservation et restauration des continuités écologiques. Et donc, à ce titre, elle permet de croiser biodiversité et aménagement du territoire, cette politique publique. Elle permet, elle invite les acteurs des territoires à spatialiser les enjeux de biodiversité et elle permet aussi d'engager un dialogue entre les élus qui portent ces documents d'urbanisme, les aménageurs et les urbanistes avec qui ils travaillent, soit au sein de leur collectivité, soit parce qu'ils interviennent sur le territoire pour des projets d'aménagement divers et variés, et les écologues et les naturalistes. Et donc en soi, c'est vraiment un document, enfin une démarche et ensuite un document d'interface qui permet vraiment ce dialogue-là et de réfléchir ensemble. Et ça permet aussi de prendre conscience aussi bien aux élus qu'aux services des collectivités que les bureaux d'études plutôt d'urbanisme, etc., que oui, en effet, quand on y réfléchit, ça paraît évident que toutes les espèces ont besoin de se déplacer et ça paraît évident finalement qu'il faut leur permettre de maintenir ces capacités de déplacement. Et ouais, ça conduit à une forme de prise de conscience, me semble-t-il. Et donc voilà, s'il y a cette dimension de prise en compte dans les documents d'urbanisme. Bon, là, j'avais mis vraiment à titre d'illustration un schéma de cohérence territoriale sur la métropole de Strasbourg, qui est un schéma plutôt à une échelle stratégique et qui, dans le schéma, il y a un des documents qui établit une carte de la trame verte et bleue. Et ensuite, le plan local d'urbanisme qui dispose d'une de ces pièces qui s'appelle une orientation d'aménagement et de programmation sur la trame verte et bleue et qui indique dans cette pièce du PLU, donc le plan local d'urbanisme, qui indique les secteurs en jeu, notamment pour le hamster commun et puis pour différents éléments de la trame verte. Voilà, donc je poursuis. Donc, ce qui est important donc de préciser, c'est que cette trame vertébrale, elle a une dimension donc de planification à travers les documents d'urbanisme. Donc, elle invite donc les territoires à planifier, à prendre en compte ces déplacements, la nécessité que les espèces ont de se déplacer dans sa propre planification territoriale. Et donc, elle conduit du coup, le Code de l'environnement impose donc la mise en place de mesures pour répondre à des objectifs de préservation et restauration. Et c'est également une politique qui conduit à des actions plus opérationnelles, vraiment de restauration des continuités. Donc là, elle conduit par exemple à la restauration de la continuité écologique des cours d'eau. Donc comme on le voit sur cette photo, où il existait un seuil sur cette rivière qui a été supprimé pour restaurer la continuité écologique et permettre à nouveau aux poissons de remonter le cours d'eau, en tout cas pour les espèces qui souhaiteraient le faire par rapport à leur cycle de vie. Il y a d'autres actions possibles de restauration sur les cours d'eau. Donc là, c'était une action d'effacement d'ouvrage, la diapo précédente, ou pour cette diapo, là, il s'agit de la mise en place de passes à poissons dans les situations où on considère que le seuil, le barrage, ne peut pas être supprimé. Alors, on peut trouver des solutions alternatives comme la mise en place de passes à poissons qui permettent donc d'avoir différents comment dire, une dynamique donc de cours d'eau, enfin de cours d'eau, une dynamique, je vais y arriver, une dynamique hydrologique en fait variée en fait avec des ralentissements de la vitesse de l'eau qui permet donc aux poissons concernés donc de remonter en faisant dans des petits bonds le long
des petites marches ou en zigzagant là entre les rochers. Et puis ça permet derrière un rocher, par exemple, de se reposer pour ensuite reprendre l'ascension de la passe à poisson. Voilà, donc c'est de cette manière que les passes à poisson fonctionnent. Ça réduit la pente et ça réduit les hauteurs des marches entre guillemets à franchir. Et ça varie donc les vitesses d'eau. Voilà, donc il y a d'autres types d'actions possibles. J'ai pas trop évoqué le cas des amphibiens, mais il y a de nombreuses situations dans lesquelles une route sépare, par exemple, une mare d'un milieu forestier. Les amphibiens souvent grandissent et vivent à l'état adulte dans le milieu forestier plutôt humide et vont se reproduire dans les mares. Et lorsqu'ils traversent, généralement sur des périodes très courte de l'année. Ils traversent en masse et là, ils se font écraser par centaines, voire milliers sur cette période de l'année. Et donc, pour éviter ça, on, euh, on fait des passages inférieurs sous les routes. Là, en l'occurrence, c'est une route départementale dans l'Isère pour permettre aux amphibiens de passer sous la route. Donc, ça nous conduit à mettre une sorte de petit muret pour éviter que les espèces passent malgré tout sur la route. Donc, ça les force à passer et ça les conduit à passer dans ce passage qui est sous la route. Aussi, donc une autre solution dont on entend souvent parler sont les écoponts. Donc, on peut en voir au-dessus des autoroutes. Donc là, l'idée, c'est de conduire les espèces à passer au-dessus de l'axe routier, autoroutier. Et donc, on aménage en fait cet écopont par une végétalisation, la mise en place d'éléments qui permettent à différentes espèces, la grande faune comme les cerfs, mais aussi des petites espèces comme des insectes, des reptiles, etc. Ça leur permet donc de passer par ce passage-là. Donc voilà. Donc là, on est également dans l'Isère, entre Chartreuse et Vercors. Donc j'avais parlé précédemment des pratiques agricoles. Donc l'idée, c'est de faire évoluer les pratiques agricoles vers la restauration et du maintien des haies, l'évolution aussi vers moins de pesticides, etc. Bon, j'essaie d'accélérer parce que je vois l'heure qui tourne, mais j'ai presque fini. Il y a l'idée aussi de mettre en place des démarches de sobriété lumineuse, mais ça, je développe pas parce qu'on pourrait en parler 2 heures. Mais voilà, avec une gestion temporelle de l'éclairage en réduisant la période de l'éclairage, une gestion spatiale en réduisant, en veillant à ne pas éclairer notamment les espaces naturels, et puis une gestion technique en mettant en place des éclairages qui sont moins impactants pour la biodiversité en particulier. Donc, par rapport à l'orientation de l'éclairage ou à la nature de la lumière, en allant plutôt vers des éclairages plutôt orangés qui ont moins d'impact sur la biodiversité. Voilà, et ensuite, c'est important aussi de rendre que tout un chacun rentre de son jardin accueillant. Si vous avez la chance de disposer de jardin, vous pouvez aussi agir à votre échelle en mettant plus de végétaux, moins de clôtures, ou s'il y a des clôtures en permettant des passages. Donc là, il y a des associations qui vendent ces petits dispositifs un peu décoratifs. Donc, en gros, l'idée, c'est de faire des trous en bas des clôtures, d'ajourer les clôtures, et puis, bon, de mettre ou pas ces dispositifs décoratifs pour permettre notamment aux hérissons ou à la petite faune des jardins de passer d'un jardin à l'autre. Et puis, on parlait de pollution tout à l'heure. Il y a aussi l'idée d'arrêter les pesticides pour ne pas empoisonner la faune qu'on a dans nos jardins. Voilà, donc j'ai fini cette présentation assez générale, mais donc pour en savoir plus, donc je vous renvoie, mais je crois que les liens ont été mis dans le chat, donc vers le site tramvertébleu.fr. Mais bon, je précise que c'est un site qui est destiné aux professionnels, donc voilà, ça dépend de votre niveau d'intérêt, mais ça peut être assez technique. Mais voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur le site. Vous verrez à droite du site internet un lien pour s'inscrire à notre lettre d'information. Donc n'hésitez pas également à vous inscrire à cette lettre d'info. Et puis je terminerai pardon, en parlant du MOOC Tram verte et bleue qu'on a diffusé en 2021 avec l'association Tela Botanica, qui est donc un MOOC, je rappelle, c'est une formation gratuite en ligne et ouverte à tous. Ça a réuni ce MOOC 17 000 personnes
Et ce que je voulais préciser, c'est que les contenus du MOOC sont entièrement disponibles sur le portail de formation à distance de l'OFB, donc e-learning.ofb.fr. Tout le monde peut s'inscrire sur ce portail de formation à distance et vous verrez en recherchant, mais là en plus il a été mis, si vous vous connectez actuellement, il a été mis en avant en page d'accueil. Donc vous pouvez vous inscrire au MOOC. Alors on n'est plus dans un MOOC avec un accompagnement, une sorte de tutorat et une animation. Donc là, tout le monde le fait en autonomie sans animation. Mais vous pouvez donc accéder à travers 6 séquences à l'ensemble des contenus du MOOC, à l'ensemble des vidéos, et puis aux quiz et aux différentes ressources complémentaires qui sont mises à disposition. Donc il y a 2 niveaux dans ce MOOC. Il y a un niveau plutôt de découverte, donc il est vraiment accessible à tous, et un niveau d'approfondissement. Mais voilà, comme il n'est pas en format tutoré, il y avait à la base dans ce niveau d'approfondissement des exercices à faire qui ne sont pas corrigés du coup dans cette version actuellement en ligne. Voilà, donc je vous invite à consulter le site et à aller vous inscrire à suivre le MOOC. Voilà tout. Merci beaucoup, Fabien, pour cette présentation et pour ces liens justement pour aller un peu plus loin. Je précise également que le MOOC est passionnant et je vous invite vraiment à le suivre. Il est très bien fait, donc n'hésitez pas. Et en plus, il ouvre aussi sur d'autres trames, donc ça permet voilà, d'avoir une vision globale sur les trames qui sont aujourd'hui proposées. Alors, je crois qu'on a eu déjà quelques questions dans le chat et n'hésitez Mhm. pas à compléter et à poser vos questions dans le chat, justement, pour que on profite de la participation de Fabien Paquet pour lui poser toutes nos questions sur cette politique et les effets qu'elle peut avoir justement sur le vivant et sur nos territoires. Alors, Florence, je te passe la parole. D'accord, bonjour à tous. Alors, la première question, c'est Françoise qui nous la soumet. Est-ce que la démarche ABC est toujours d'actualité? Alors oui, c'est une très bonne question d'ailleurs parce que donc les atlas de la biodiversité communale ABC, c'est une démarche qui est portée par l'OFB avec des financements dédiés et qui invite les collectivités à se mobiliser sur une durée. Alors je ne saurais pas très bien dire la durée classique d'un ABC, mais je dirais 1 an et demi, 2 ans environ dans une démarche d'amélioration de la connaissance de la biodiversité de son territoire. Et là où c'est particulièrement pertinent comme question, c'est que effectivement, on invite généralement dans ces ABC, on invite les collectivités à réfléchir et à travailler sur leur trame verte et bleue et donc sur les déplacements des espèces. Et donc, il existe des appels à projets. Donc là, pour cette année, c'est terminé à ma connaissance, mais voilà, il y en aura l'année prochaine à nouveau des appels à projets, mais des appels à projets pour inviter les collectivités à déposer un dossier d'ABC. Voilà, donc si vous êtes en collectivité ou si vous êtes des particuliers habitants en tant qu'habitants de votre commune, n'hésitez pas donc en tant que collectivité à aller voir et à vous renseigner ou en tant qu'habitant à inciter votre commune à candidater pour un ABC sur votre territoire. Ça peut être aussi intercommunal. Et donc l'idée, c'est de mettre en place une démarche qui associe les habitants dans cette élaboration d'Atlas. Et donc, c'est l'occasion aussi pour la collectivité de mettre en place des animations, etc. Donc, c'est toujours d'actualité. Alors, ok, merci. On a une question de Catherine. Comment savoir si cette obligation de tram est bien prise en compte? Oui, alors, bah, oui, la réponse, elle n'est pas tout à fait facile là. Donc, l'obligation, elle doit se traduire dans le document d'urbanisme, dans le SCOT et dans le PLU. Le PLU, donc généralement, il y a quand même une démarche, si on veut bien faire les choses, il y a une démarche d'association du public au PLU. Mais c'est vrai que ça peut être des documents assez techniques, hein. Il y a aussi une démarche d'association des personnes publiques associées. Et dans ce cadre-là, bah, il peut y avoir des associations, notamment naturalistes, qui sont invitées. Donc, vous, en tant que particulier, vous pouvez aller voir ce qui est écrit dans le PLU, mais ça peut être effectivement un peu pointu. Donc, tout le monde n'a pas des compétences en termes d'aménagement du territoire et d'urbanisme, mais vous pouvez aussi peut-être alerter les associations
en disant peut-être regardons ensemble ce PLU qui est en cours d'élaboration. Ce PLU, il comprend différentes parties et donc le sujet des trames pardon, doit être abordé dans les différentes parties du PLU. Ensuite, nous, on produit, dans le cadre du centre de ressources Trame verte et bleue, on produit des notes qui permettent, donc plutôt à destination des professionnels, mais bon, rien ne vous empêche, si le sujet vous intéresse, d'aller voir un petit peu ce que l'on dit dans ces notes. On produit des notes qui suggèrent une manière d'aborder la trame verte et bleue dans le PLU. Donc, je pourrais vous mettre en lien. Là, on a produit ces derniers mois 2 notes, donc notamment une qui s'appelle La trame verte et bleue dans son plan local d'urbanisme. Et donc, je vous invite, c'est vraiment si vraiment vous voulez creuser le sujet, à aller voir ce que l'on suggère et recommande dans ces notes qui sont illustrées de différents retours d'expérience. Voilà. Donc effectivement, dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait une cartographie un petit peu précise dans le PLU et que le règlement du PLU décrive certaines modalités de préservation, notamment des éléments qui auraient été cartographiés dans le PLU. Voilà, dans l'idéal, il faut qu'il y ait une correspondance entre les différentes parties du PLU dans la prise en compte de ces trames. Bon, c'est pas très précis ma question, mais c'est vrai qu'il faudrait développer avec des exemples. Et là, je pense qu'on n'aurait pas le temps. Très bien. Alors, je continue. Une question de d'Orient. Et puis, je pense que la question de Andrea aussi concerne les financements. Quelles sont les sources de financement possibles pour la réalisation de ces ouvrages? Mhm. Est-ce qu'il y a des financements dédiés pour les réalisations de la trame verte et bleue? Moi, j'ajouterais aussi, est-ce qu'il y a des aides pour les personnes à titre privé qui doivent, par exemple, faire une passe à poisson et qui Mhm. n'en ont pas les moyens parce que ça peut être coûteux? Voilà. Ok. Alors souvent, les porteurs de projets sont quand même soit des collectivités ou des syndicats de collectivités, donc ils regroupent des collectivités, donc plutôt des acteurs publics. Ça peut être aussi l'État, ou soit ça peut être des grands gestionnaires d'infrastructures, ou par exemple EDF par rapport à des passes à poissons en lien avec leurs barrages hydroélectriques. Mais ça peut parfois effectivement concerner des particuliers, hein, ça arrive qu'il y ait des seuils qui soient propriétaires de la propriété, donc de propriétaires privés, et que ces propriétaires soient amenés à restaurer la continuité sur des cours d'eau. Donc pour tous ces ensembles d'acteurs, il y a plusieurs sources de financement. Donc quand ça concerne directement des milieux aquatiques, les agences de l'eau sont quand même des sacrés euh, bras d'acteurs quoi, pour accompagner et techniquement et financièrement des projets de restauration des cours d'eau, y compris chez des particuliers. Mais il y a aussi donc pour tout autre type d'aménagement, il peut y avoir donc les régions qui, au titre de leurs compétences biodiversité, peuvent porter des dispositifs de financement ou des appels à projets. Et il y a aussi, là, depuis 2 ans, on a le fonds vert qui est porté par l'État, qui apporte également une source de financement importante. Voilà, je dirais que c'est en gros ouais, les principaux financeurs, donc agences de l'eau, collectivités via, en particulier les régions, et puis le fonds vert pour l'État. Très bien. Alors, la question suivante de Caron. Est-ce que l'élaboration d'une trame verte et bleue est obligatoire lors de la révision d'un PLU ou d'un SCOT? Enfin, voilà. Ben, logiquement, oui, si on veut que le plan local d'urbanisme réponde à ces objectifs fixés par le code de l'urbanisme, ben, il doit faire un minimum de travail cartographique sur sa trame verte et bleue. Après, le code de l'urbanisme ne dit pas, il doit faire ça et ça exactement. Tout est une question de cohérence du PLU. C'est là où c'est compliqué d'y répondre comme ça. Mais je reviens à ce que je disais précédemment. Donc voilà, il faudrait logiquement qu'il y ait une cartographie qui soit faite dans le rapport de présentation et ensuite qui soit traduite dans les différentes autres pièces du plan local d'urbanisme. Ce qui est intéressant, bon là ça devient un peu technique, mais c'est que depuis
la loi climat et résilience de 2021, j'espère que je ne me trompe pas de date, mais je pense que c'est 2021, les plans locaux d'urbanisme doivent inclure une orientation d'aménagement et de programmation qui valorise les continuités écologiques. Donc ça, c'est une nouvelle obligation. Donc normalement, un PLU depuis 2021 doit inclure ces OAP, orientation d'aménagement et de programmation, continuité écologique. Et donc en fait, ça on peut considérer qu'il s'agit d'une pièce particulière. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais donc qui précise quelles sont les continuités écologiques du territoire et qui précise aussi quelles sont les modalités de préservation, voire de restauration de ces continuités écologiques. Bon, là, c'est pareil, on a une note technique un peu détaillée qui explique ce qu'on attendrait en termes d'OAP, continuité écologique ou trame vertébrale. Je vous mettrai le lien, enfin, j'enverrai le lien à Julie pour que ce soit indiqué dans le mail qui vous sera envoyé. Mais bon, voilà, ça reste des documents un peu techniques, mais bon, Il y a c'est une pas question non plus aussi incompréhensible. Oui, par allez-y, rapport pardon. à la cartographie. Comment est-ce que Mm. cette cartographie est réalisée? Est-ce que tous les espaces naturels en font partie? Bah alors là, c'est à chaque collectivité de décider. Donc il peut y avoir un travail cartographique sur la base de cartes de photos aériennes, par exemple, mais il peut y avoir aussi des outils de modélisation qui permettent, à partir de l'occupation du sol, de dire, d'arriver à définir des corridors entre les réservoirs de biodiversité. Donc les méthodes peuvent être variées. Et c'est là encore, c'est au souhait et aux moyens aussi qu'ont les collectivités. Oui, j'ai pas précisé, je voulais le dire, mais ce qu'on peut attendre d'un PLU, ben, évidemment, on n'aura pas les mêmes niveaux d'exigence si c'est une petite commune rurale de 500 habitants qui fait son PLU que si c'est une métropole de plusieurs centaines de milliers d'habitants dont on peut estimer qu'elle a et des moyens financiers et des moyens techniques pour faire les choses de manière un petit peu plus pointue. Donc effectivement, il y a aussi cet enjeu-là, en fonction du type de collectivité que l'on est, on n'a pas les mêmes moyens pour faire ces travaux cartographiques. Et donc, pardon, après, la question exacte, c'était quoi par rapport à cette cartographie? Est-ce que tous les milieux naturels sont pris en compte? Ben, oui, après, il peut y avoir des milieux naturels plus ou moins dégradés, et donc, du coup, ça peut être pris en considération dans la cartographie des milieux naturels qui sont très préservés. On les mettra plutôt en réservoir de biodiversité. Des milieux plus dégradés, ça peut être plutôt considéré comme des corridors. Et la cartographie, elle peut aussi avoir une dimension opérationnelle et identifier des secteurs à restaurer. Et donc là, on peut imaginer que des milieux naturels plus dégradés, on les identifie comme des secteurs à restaurer pour la trame verte et bleue. Et du coup, la question suivante, c'est est-ce que Oui. la trame verte bleue est opposable à des projets destructeurs des espaces naturels? Ben, en fait, ça sera le document d'urbanisme qui sera opposable en tant que tel. Donc, D'accord. c'est d'où l'importance capitale d'arriver à bien traduire cette trame verte et bleue dans le document d'urbanisme. Ensuite, c'est une autre partie de la réglementation qui s'oppose généralement à des projets destructeurs de milieux naturels. C'est toute la réglementation en faveur des espèces protégées. Et donc, c'est là où c'est intéressant de faire un atlas de la biodiversité communale. Ça permet d'améliorer la connaissance et du coup peut-être d'identifier des espèces protégées et de mieux les localiser sur le territoire. Voilà, une trame verte et bleue, on a dit que c'était une cartographie, mais elle peut aussi être complétée d'inventaires de terrain, où là, on peut localiser des espèces protégées. Et cette connaissance d'espèces protégées, là, pour le coup, elle peut s'opposer au titre de la législation en faveur des espèces protégées à des projets d'aménagement destructeurs. Et donc là, l'aménageur, il doit normalement faire une étude d'impact du projet. Là, normalement, s'il y a des espèces protégées, l'étude est supposée les identifier, mais c'est vrai que si on connaît la présence d'espèces protégées par ailleurs, donc on peut le signaler à l'aménageur et à la collectivité en disant attention, il y a ces présences d'espèces-là. Et ensuite, s'il y a un intérêt général au projet, le porteur de projet doit justifier dans une logique, je ne sais pas si vous connaissez la démarche ERC, éviter, réduire, compenser. Il doit
affiner son projet dans une logique dans laquelle d'abord il évite au maximum les impacts sur les espèces protégées. Ensuite, il doit réduire ces impacts-là. Et puis ceux qui, donc en mettant en place différentes mesures, hein, donc par exemple, la mise en place de passages à faune sur des nouveaux projets routiers, c'est une mesure de réduction de l'impact de ces projets sur les espèces et sur les continuités écologiques. Et si malgré tout il reste des impacts attendus, donc il peut mettre en place des mesures de compensation. Donc c'est vraiment toutes ces démarches qui s'articulent les unes entre les autres. Donc trame verte et bleue, législation espèces protégées et séquence éviter, réduire, compenser dans un projet d'aménagement. Bon là je balance pas plein de concepts. Je vous laisserai aller voir sur Internet pour compléter votre connaissance sur ces différents sujets. Alors, après, il y a une question de Violette. Pensez-vous qu'il soit plus judicieux de compléter les trames vertes et bleues ou de créer de nouvelles trames? Exemple de la pollution lumineuse. Oui, alors bon, là, on est un peu dans des choses un petit peu conceptuelles. Je pense que la création de nouvelles trames, c'est, comment dire, comme je le disais tout à l'heure, la trame verte et bleue, c'est la politique publique en faveur tout- de toutes les continuités écologiques. Et elle indique en l'occurrence qu'on on s'intéresse à tout type d'obstacles, y compris les obstacles générés par la pollution lumineuse. Mais d'un point de vue méthodologique, certains territoires ont préféré effectivement séparer les choses pour faciliter l'élaboration, enfin la prise en compte, là en l'occurrence, de la pollution lumineuse. C'est vrai que dans l'idéal, ce serait parfait d'élaborer une trame verte et bleue qui prend en compte toutes les sources d'obstacles et d'obstacles au déplacement des animaux, mais parfois c'est plus simple de séquencer les choses. Donc là, voilà, on a deux types, grosso modo, deux types de territoires. On a ceux qui font des trames vertes, bleues et noires et qui incluent dans leur cartographie des secteurs qui sont dégradés, dont la connectivité est dégradée du fait de la pollution lumineuse. Et on a aussi des territoires qui font une trame verte et bleue et plus tard font une trame noire en focalisant tout particulièrement sur cette pollution lumineuse. Donc là, j'ai envie de dire que chaque territoire fait comme il a envie en fonction de la méthode qui lui convient. Voilà, le fait de faire une trame noire à part a l'avantage de faire un focus tout particulier sur ce sujet qu'est la pollution lumineuse. Et ensuite, alors oui, pardon, Mais non, mais du coup, je vais en avant sur les questions, mais j'ai vu qu'il y avait une question sur la trame blanche là. Et donc là, oui, j'ai vu qu'il y avait une demande sur des références sur des actions liées à la trame blanche. Et là, la trame blanche, donc qui est en lien avec plutôt la pollution sonore, on est sur des choses qui sont moins avancées méthodologiquement que sur la pollution lumineuse. Et donc, on a encore assez peu de retours d'expérience sur le sujet. Voilà, donc là encore, ça a une autre source de fragmentation possible. Et on peut imaginer que ça nécessite encore d'autres méthodes et que les porteurs, enfin, les territoires qui veulent s'intéresser à ce sujet se disent à un moment qu'ils font un focus particulier sur cette pression qui est à la pollution sonore et appellent ça trame blanche, etc. mais du Donc on coup, a peu de retours d'expérience, mais pareil, je peux vous mettre un lien vers un sujet, vers une journée d'échange qu'on a eue sur les nouvelles trames. Et là, on a essayé de présenter différents retours d'expérience sur ces différentes nouvelles trames. on a une question de Naoufel qui demande quelle trame a le plus d'effet sur la biodiversité. Euh, bah, euh, Quelle trame? Je dirais que ben, la trame verte et bleue de fait s'intéressait ce qu'on appelle à l'origine la trame verte et bleue qui s'intéresse à tous les obstacles plutôt physiques sur les milieux terrestres et sur les milieux aquatiques. Elle s'intéressait à la résorption de ces obstacles-là ou éviter d'en créer de nouveaux, c'est forcément efficace, hein. Donc, me remettre en place des passages à faune, quand on met en place un passage petite faune sous une route départementale sur laquelle il y avait des milliers d'amphibiens qui mouraient chaque année, et puis grâce à la mise en place de ce passage, du coup, il n'y a plus d'écrasement parce que les amphibiens ne peuvent plus passer, on fait en sorte qu'ils ne puissent plus passer sur la route.
et il passe en dessous. Et on a observé dans de nombreux endroits une restauration des populations d'amphibiens grâce à la mise en place de ce type de passage. Voilà. Enlever un seuil sur un cours d'eau qui empêchait les espèces de poissons de remonter, forcément, c'est une action qui est très efficace. De même, si on s'intéresse à la pollution lumineuse, il y a des études qui commencent à sortir là qui montrent que adapter la gestion de l'éclairage permet à des espèces de chauves-souris lucifuges, donc qui n'aiment pas la lumière, permet à ces espèces de revenir sur le territoire, par exemple, quand on éteint, tout simplement. Éteindre en cœur de nuit permet à ces espèces de revenir assez rapidement. Euh, Réduire la puissance lumineuse, éteindre encore une fois, ou aller sur des couleurs plus orangées, permet d'avoir un impact réduit sur la mortalité des insectes qui habituellement viendraient tourner autour pendant des heures. Bon, voilà, l'idéal sur la lumière, c'est de ne pas éclairer en fait, hein, mais bon, on peut, si vraiment il faut éclairer, on peut quand même trouver des solutions pour réduire l'impact de cette lumière. D'accord. Alors, question suivante. C'est Marianne qui voudrait savoir combien de personnes à l'OFB sont chargées de l'application de la trame. Combien d'emplois à temps plein? Alors, la réponse n'est pas simple. En tout cas, donc moi, je suis le seul chargé de mission au niveau national sur la trame verte et bleue, mais je travaille quand même pas tout seul. J'ai plusieurs collègues qui travaillent également sur ce sujet, même si c'est pas leur cœur de métier. Donc, sur les questions d'aménagement, sur les questions d'infrastructure de transport, sur les questions de recherche aussi. Donc, on peut financer des projets de recherche qui ont un lien plus ou moins direct avec la trame verte et bleue. Ensuite, historiquement, on a une responsabilité sur les cours d'eau. Bon, voilà, du fait de l'historique de notre établissement. Et on a dans les directions régionales et les services départementaux de l'OFB des collègues qui peuvent accompagner techniquement des projets de restauration de la continuité écologique des cours d'eau. Voilà, donc je ne saurais pas dire combien ça concerne de personnes, mais voilà, ça concerne quand même un certain nombre de personnes. Voilà, donc on est à environ 3000 à l'OFB parce qu'on a tous les collègues dans les services régionaux et départementaux. Et je ne saurais pas dire exactement sur cet ensemble de collègues combien sont concernés par la trame verte et bleue. Par la trame bleue en particulier, je pense qu'ils sont quand même assez nombreux potentiellement. La trame verte, peut-être un peu moins parce que c'était peut-être moins le cœur de métier d'origine de l'OFB. Très bien. Alors, Voilà, j'ai donc ma réponse n'est pas précise, une désolé. question Mais de... par contre, oui, peut-être, pardon, je peux préciser que voilà, nous, on est en charge de l'accompagnement de cette politique publique. Mais ensuite, l'idée, c'est que c'est quand même beaucoup les collectivités, enfin, j'ai quand même dit le mot très souvent, donc je pense qu'on l'aura bien compris, que les collectivités sont au premier rang de la mise en œuvre de cette politique publique. Et ça concerne aussi les fédérations de chasse, par exemple, qui au quotidien font des projets de plantation de haies avec des financements de l'OFB au titre de l'éco-contribution. Il peut y avoir donc des fédérations de pêche aussi qui travaillent sur la restauration de la continuité des cours d'eau. Il peut y avoir donc tous les gestionnaires d'infrastructures qu'on a déjà évoqués. Et puis voilà, un grand nombre d'acteurs en fait sont concernés. Et puis dans les collectivités, il y a aussi bien les régions, les départements que les intercos, les communes, etc. Donc il y a quand même beaucoup d'acteurs au-delà évidemment de l'OFB. Et du coup, Marianne pose aussi la question, qu'en est-il pour les communes qui n'ont pas de PLU? Oui, alors il y a encore en effet quelques cas. C'est sûr que oui, les cartes communales, j'avoue, je connais pas très très bien le sujet, mais oui, comment dire, les leviers sont quand même beaucoup moins importants, quoi, hein. Donc, bien en général, c'est quand même des communes qui ont peu de moyens, etc. Donc, je crains qu'effectivement le sujet soit abordé de manière plus précise moins précise au contraire pour les communes notamment qui sont en carte communale en l'occurrence. Bon, là, je ne connais pas très bien la proportion de communes qui restent concernées par cela.
Mais bon, c'est vrai que voilà, le code de l'urbanisme donne des outils, notamment dans le cas des PLU, qui sont quand même assez efficaces et donc qui peuvent pas être mobilisés par les cartes communales notamment. Et on a Sophie qui nous demande, est-ce que cette démarche de trame verte et bleue est uniquement française ou bien y a-t-il une continuité sur l'Europe ou dans le Alors, il y a monde? au niveau européen ce qu'on appelle les Green and Blue Infrastructure. Donc, c'est une démarche. Donc, il y a des documents au niveau de la Commission européenne qui existent, qui invitent donc les États membres à établir donc ce qu'on traduira nous par trame verte et bleue. Donc, infrastructure verte et bleue, si on traduit mot à mot. Voilà, donc la France a traduit cela par une politique publique avec des obligations, etc. D'autres États européens l'ont traduit dans leurs propres dispositions. Il y a des situations très variées selon les pays. Donc effectivement, d'autres pays ont l'équivalent avec des niveaux d'obligation variés. Et là, j'avoue que je ne saurais pas faire d'état des lieux de l'ensemble des pays européens et de l'ensemble de l'équivalent de la trame verte et bleue dans toute l'Europe. Je sais qu'en Suisse, bon, on n'est pas en Union européenne, mais en Suisse, il y a des obligations de restauration des continuités sur des autoroutes, y compris qui existeraient depuis plusieurs années. Alors qu'en France, il n'y a pas d'obligation de mise en place de passage à faune sur des autoroutes anciennes. Par contre, sur des nouveaux projets, ben, enfin, au regard de la séquence éviter, réduire, compenser, là, il y a une obligation d'éviter, réduire et compenser ces impacts sur la nature. Et donc de mise en place pour le R, hein, réduire, de mise en place de passage à faune. Mais ça, c'est pas rétroactif. Ça se fait néanmoins parce qu'il peut y avoir des leviers de financement de l'État au titre des concessions d'autoroutes sur le réseau existant. Très bien. Et du coup, dernière question finalement, comment individuellement, chacun d'entre nous, pouvons-nous contribuer à maintenir ou à renforcer la trame verte et bleue? Mm. Ben, c'est tout un chacun peut agir pour favoriser la nature. Alors voilà, après, c'est vrai que si on a un jardin, ça donne un petit peu plus de levier. Donc il y a déjà ça sur ses propres terrains. Et puis il peut y avoir des particuliers qui disposent de grands terrains. Et donc voilà, l'idée c'est de mettre en place des pratiques favorables à la biodiversité sur ces espaces. Et comme on l'a vu tout à l'heure, euh, en accueillant plus de végétation, en permettant la perméabilité des clôtures pour la petite faune. La question de la lumière aussi, on a tous potentiellement un rôle à jouer hein, sur l'éclairage. Donc, qu'on ait un jardin ou pas, hein, on peut aussi se dire c'est bien de fermer les volets le soir quand on éclaire pour éviter d'attirer les insectes qui se fatiguent et tout ça. Et puis, on a aussi un rôle en tant que citoyen, on peut interpeller ses élus sur ce sujet. Donc là, ça nécessite effectivement de se renseigner sur ce que fait ou ne fait pas la commune et ensuite aller interpeller son maire ou les adjoints au maire en disant bah là, j'ai constaté qu'il y avait un espace naturel important et j'ai constaté qu'il y avait des mortalités d'amphibiens à cet endroit. Moi, je trouve qu'il faudrait que des choses soient faites. Moi, en tant que citoyen, je suis favorable à ce qu'on mette de l'argent public aussi en faveur de cette biodiversité. Voilà, c'est un peu ce rôle de sensibilisation aussi de ses voisins, etc., de ses élus sur ces sujets. Très bien, merci. C'était la dernière question. Très bien, merci. J'espère Merci avoir. Florence. Bien, merci à toutes et à tous du coup pour cette participation à ce webinaire. Merci beaucoup Fabien d'avoir pris ce temps pour nous présenter justement cette politique publique, pour répondre à des questions très très variées sur la trame verte et bleue. Et on espère peut-être organiser un prochain webinaire, peut-être sur la trame noire justement, pour aller plus Mm, loin, ou une autre trame. En tout cas, un mail vous sera adressé avec des compléments justement d'informations, mais le site tramvertébleu justement .fr donne beaucoup de pistes et d'outils pour aller plus loin. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, comme à contacter justement ben voilà, l'OFB pour plus d'informations ou aller plus mm. loin sur vos communes. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous
Et puis, on vous dit à très bientôt pour de prochains webinaires qui seront tout aussi passionnants, à n'en pas douter. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.